Bonjour à toutes et tous, bonne année, puisque c'est la première vidéo que je vous filme en 2021. On est encore au mois de janvier au moment où je vous filme cette vidéo, toute fin janvier certes, mais quand même, donc je ne suis a priori pas en retard pour vous faire part de mes vœux. Et je ne suis pas non plus en retard, tout à fait, pour vous faire part de mes envies de lecture pour cette nouvelle année 2021. Personnellement, toutes les vidéos du type ces 10 livres que je veux lire dans l'année, mes objectifs lecture de cette nouvelle année, ce sont des vidéos que j'aime bien regarder, même si d'expérience, je ne lis pas les ouvrages que je présente en vidéo. Souvent. Mais c'est pas grave, ça fait du bien, ça fait voir des livres, ça fait rêver, donc comme l'important c'est d'être heureux après tout, autant vous présenter quelques ouvrages, bon, beaucoup d'ouvrages que j'aimerais lire idéalement, utopiquement dans cette nouvelle année 2021. En 2020, j'ai un petit peu délaissé les genres de l'imaginaire et notamment le genre de la fantasy, pourtant qui est un genre que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup de bien, qui m'évade. C'est le genre qui m'évade le plus, la fantasy. Et l'année dernière, j'étais dans des textes plus classiques, plus exigeants, que j'aime beaucoup parce qu'au niveau intellectuel, ça me stimule et j'adore ça. Mais ça m'emporte pas et ça me décroche pas assez de mon quotidien, je trouve. Donc, cette année, en 2021, j'aimerais bien retourner à mes basiques qui sont aussi la fantasy. Et j'ai plein de sagas à commencer. C'est drôle parce que c'est la même personne qui m'a offert ces livres. Si tu passes par là. Donc j'ai dans ma palle Les Annales de la Compagnie Noire, le premier tome de Glenn Cook. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est une saga fantasy très connue et très plébiscitée. J'ai aussi la fameuse Roue du Temps de Robert Jordan. Pepper Palace, si tu passes par là, indubitablement, c'est toi qui m'as donné envie de commencer cette saga. Voilà, c'est de la fantasy classique, c'est de la high fantasy, j'imagine très bien ce que je vais y trouver. Peut-être que j'ai totalement tort et que je serai agréablement surprise. Et enfin, une saga un peu moins connue et un peu plus récente, c'est le premier tome des Salauds gentilshommes de Scott Lynch, qui est donc Les Mensonges de Locke Lamora. Alors... il est dans ma palle cet ouvrage-là depuis 2017, je crois que c'est à ce moment-là que tu me l'avais prêté, de John, si tu passes par là. Et lui, c'est sa saga de fantasy préférée, vraiment il m'en parle depuis des années, et depuis des années j'ai ce premier tome qui patiente dans ma palle. J'avais commencé à lire les premiers chapitres en 2017 et j'avais pas accroché, et depuis, ça patiente. Et bon, je me dis que cette année, en 2021, ce sera la bonne et que je lirai au moins le premier tome de la saga des Salauds gentilshommes. J'aimerais lire Terre-Mère d'Ursula Le Guin, j'aimerais lire La Belle Gaillarde aussi, plein de sagas de Guy Gabriel Kay également. Donc bon, j'ai une palle fantasy assez conséquente quand même dans mes envies, mais en 2021, je vais me concentrer principalement sur ces 3 sagas, on va dire, et sur le nouveau Vincent Tassi qui sortira en février, Diamant, et sur mais c'est pas de la fantasy, le nouveau roman d'Estelle Faye qui se passe dans l'univers d'un éclat de givre qui s'appelle Un reflet de lune. Celui-ci je lirai aussi en 2021 très certainement. Un autre ouvrage, et là il s'agit d'une relecture que je voulais faire en 2021 et c'est chose faite. Je voulais relire Anna Karénine de Tolstoï parce que je l'avais commencé au lycée, j'étais jamais allée au bout et j'avais un rapport amour-haine à Anna Karénine. Je compte peut-être vous faire une vidéo entièrement dédiée à ma relecture et à cet ouvrage, donc je vous en dis pas plus ici, mais je vous ai fait un post Instagram si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi envie de lire Henri Dofterdingen, j'espère que je prononce bien. Je vous lis le résumé. Sur l'étroit sentier qui escaladait la montagne, un pèlerin cheminait perdu dans ses pensées. Midi était passé. Un vent violent sifflait à travers l'air bleuté. Ses voix sourdes aux intonations variées se perdaient comme elles étaient venues. Avait-il dans son vol traversé les contrées de l'enfance ou bien quelque autre pays où la nature parle? C'étaient des voix dont l'écho résonnait au plus profond de l'âme et pourtant le pèlerin semblait les ignorer. Il venait d'atteindre les hauteurs où il espérait trouver le terme de son voyage. Il espérait? Non, il n'espérait plus rien. L'angoisse la plus affreuse à laquelle succédait la froide sécheresse du désespoir, le plus impassible, le poussait à rechercher les sauvages horreurs de la montagne. La montée extrêmement pénible calmait l'action dévastatrice de ses forces intérieures. Et tout ce qui s'approche de près ou de loin au romantisme allemand
me parle beaucoup. J'ai lu en fin d'année 2020 et en tout début 2021 les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe et Novalis avec ce roman écrit un contre Wilhelm Meister, a priori c'est ce que j'ai lu dans la préface de Wilhelm Meister, donc je suis curieuse de le découvrir et de voir en quoi les deux ouvrages s'opposent. Du côté des grands classiques, j'aimerais beaucoup terminer enfin À rebours de Huysmans dans cette magnifique édition qui a été faite par le musée d'Orsay avec des illustrations à l'intérieur. Enfin regardez, forcément c'est sur la tortue que je tombe. Voilà, c'est magnifique. De Huysmans, j'ai seulement lu là-bas en 2019 que j'avais vraiment apprécié. Ça préfigure aussi Dorian Gray d'Oscar Wilde qui est un roman que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'espère en 2021, pareil, sauter le pas des premiers chapitres et terminer À rebours de Huysmans. Ça y est, 2021, je l'ai annoncé lors d'un live Instagram, mais je le fais de manière très officielle ici. Je vais enfin lire Les Misérables de Victor Hugo. Si vous me connaissez, vous savez que Victor Hugo, c'est un de mes auteurs favoris, que Notre-Dame de Paris, c'est mon livre préféré, enfin avec Le Petit Prince, ce sont les deux là, ce sont deux œuvres très marquantes dans ma vie. Et je n'ai jamais lu Les Misérables parce que ça me fait peur, parce que les 3 tomes que j'ai là, ce sont les 3 tomes les fameux 3 tomes qui étaient dans la bibliothèque familiale de ma maman et qui me faisaient très peur quand j'étais adolescente et que je dévorais tous les classiques qui traînaient à la maison. Mais cela, j'ai jamais réussi Enfin voilà, ça me faisait peur de lire. Je me disais, mais ça fait toute une histoire. Ces 3 romans là, mais c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop grand pour moi. J'ai toujours peur que ce soit un peu trop grand pour moi, mais je crois que c'est cette année que je vais les lire et que je vais faire plaisir à Johanna de Sans Fioriture, qui a d'ailleurs repris les vidéos. Donc allez découvrir, si vous ne la connaissez pas, la chaîne de Johanna. Et donc voilà, donc maintenant c'est annoncé, je lirai au moins le premier tome des Misérables de Victor Hugo cette année. Alors si on s'expatrie un petit peu, je découvrirai aussi cette année Éloge de l'ombre de Tanizaki, qui est un essai sur la pensée japonaise. A priori c'est Amélie Nothomb qui m'avait donné envie de le lire. Je sais que ça ne ressemble pas au roman de Tanizaki. J'ai offert cet ouvrage à mon grand-père pour Noël qui a vraiment apprécié. Le Japon c'est une culture de la mélancolie, donc ça me parle et c'est pour ça que j'ai envie de découvrir un peu plus d'auteurs japonais. Un auteur que j'ai envie de découvrir cette année, et ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai toujours pas trouvé pourquoi c'est cet auteur-là maintenant. J'ai envie, mais terriblement envie de découvrir Julien Gracq. Je sais pas pourquoi, vraiment. Et donc j'ai trouvé 2 de ses ouvrages que j'ai très envie de découvrir. Le 3e, je ne l'ai pas trouvé en librairie, ça s'appelle Un beau ténébreux, mais si j'apprécie ne serait-ce qu'un des 2 là, je commanderai Un beau ténébreux. J'ai envie de découvrir Au château d'Argol, qui est son premier roman. C'est un surréaliste Gracq, je crois que son style d'écriture est assez particulier, mais je sais pas, ça me tente bien. J'ai l'impression que ça va entrer en écho avec des manières que j'ai de penser ou de ressentir les choses. Et surtout, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi Pêcheur. Donc si vous êtes passionné de mythologie arthurienne, Le Roi Pêcheur vous évoque forcément le roi qui réside au château où se trouve la coupe du Saint Graal, où Perceval va se rendre et où il ne posera pas la question, qui pourrait délivrer et le Roi Pêcheur et lui permettre d'obtenir le Graal pour la quête de la table ronde. Et donc je me dis qu'en tout cas avec Julien Gracq on a des atomes crochus puisqu'il écrit toute une pièce avec Perceval comme personnage principal. Donc c'est extraordinaire, moi il m'en faut pas plus. Et de ce que j'ai vu, c'est aussi un grand admirateur du Parsifal de Wolfram von Escherbart et celui de Wagner, enfin de l'opéra de Wagner. Cette année, en 2021, je meurs d'envie de découvrir Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, le premier tome donc de ses mémoires. Simone de Beauvoir, je n'ai rien lu d'elle, voilà, j'admets. J'ai lu des extraits du Deuxième Sexe comme beaucoup, j'ai été amenée à en étudier. Mais de ce que j'entends, c'est assez compliqué et parfois un peu indigeste à lire, c'est très exigeant et j'avoue que moi la philosophie, je n'y arrive pas. Je me sens très bête quand je lis de la philosophie et je comprends pas le langage employé, c'est tout. Au bout d'un moment, je me suis fait une raison de me dire que la philo, j'étais pas câblée pour ça. Je me dis que les Mémoires d'une jeune fille rangée, ça va à nouveau résonner avec un certain vécu, avec une certaine manière de penser.
Je vous lis un extrait, enfin voilà, l'extrait qui est choisi pour la 4e de couverture. Je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin. Je pensais à présent que la littérature me permettrait de réaliser ce vœu. Elle m'assurait une immortalité qui compenserait l'éternité perdue. Il n'y avait plus de Dieu pour m'aimer, mais je brûlerais dans des millions de cœurs. En écrivant une œuvre nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même à neuf et je justifierais mon existence. En même temps, je servirais l'humanité. Quel plus beau cadeau lui faire que des livres. Je m'intéressais à la fois à moi et aux autres, j'acceptais mon incarnation, mais je ne voulais pas renoncer à l'universel. Ce projet conciliait tout. Il flattait toutes les apparitions qui s'étaient développées en moi au cours de ces 15 années. Alors, un ouvrage qui je pense sera assez exigeant, mais qui me fait envie depuis 2020, peut-être même fin 2019, c'est Le songe de Polyphile de Francesco Colonna. C'est un ouvrage qui a été publié au XVe siècle en Italie, retravaillé en français. Il a une forme, certes, enfin, vous voyez, l'écriture a parfois une forme en fait. C'est un ouvrage qui a l'air assez hybride, assez incroyable, assez unique. Et donc, bah forcément, je me dis, voyez, on a des illustrations, on a plein de choses dedans. C'est pas du tout connu. Moi, je suis tombée dessus dans ma librairie, enfin dans mon ancienne librairie que j'aimais beaucoup. Et il faut savoir que à partir du moment où il y a le mot songe dans le titre d'une œuvre, il y a beaucoup de chances pour que cette œuvre me plaise. Le songe d'une nuit d'été, la vie est un songe, plein de choses comme ça. Donc là, le songe de Polyphile, avec toute la pensée de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, je pense vraiment que ça va me plaire. Après, je suis vraiment intimement persuadée que c'est peut-être pas pour tout le monde et que c'est peut-être très exigeant et qu'il faut déjà aimer avoir un bon bagage de culture littéraire du Moyen-Âge et de la Renaissance. Je suis pas sûre personnellement d'avoir non plus tous les bagages qu'il faut pour apprécier l'œuvre à sa juste valeur, mais je me dis qui ne tente rien n'a rien. Je vous lis le résumé. Le songe de Polyphile, publié en 1546, est l'adaptation par Jean Martin de l'Iperrotomachia Polyphili, attribué à Francesco Colonna et paru à Venise en 1499. Beaucoup de bibliophiles le considèrent comme le plus bel ouvrage de tous les temps du fait de sa mise en page audacieuse, de ses magnifiques bois gravés et de son ingénieuse typographie. L'œuvre met en scène la quête de Polyphile qui cherche sa bien-aimée Polia dans un paysage de ruines, de palais et de temples antiques. Voilà, moi déjà ça c'est bon. Si le parcours allégorique qu'il donne à voir et à lire reste mystérieux à bien des égards, il est riche d'enseignements sur l'amour, l'architecture, l'esthétique, mais aussi la façon dont la Renaissance va penser l'idée de créativité. Donc, j'ai... Et Umberto Eco dit « le plus beau livre de tous les temps ». Si Umberto Eco le dit, quand même, c'est que ça doit être un peu vrai. Au passage, celui-ci, j'aimerais beaucoup vous le proposer en lecture commune lors d'un Barocco lecture, mais je sais pas si ça peut vous intéresser parce que ce sera vraiment a priori un ouvrage exigeant, mais je me dis que si on est plusieurs à se soutenir et à se donner nos différentes références et nos différentes interprétations, ça peut peut-être nous nourrir et nous permettre aussi de mieux apprécier cette lecture. Je sais pas, dites-moi vraiment en commentaire si ça vous intéresserait, vous, de lire cet ouvrage en lecture commune lors d'un prochain Barocco lecture. On continue dans les ouvrages vraiment très classique et très daté de la Renaissance, fin du Moyen-Âge italien, puisque je vous présente le Orlando Furioso d'Ariosto, donc en français le Roland Furieux d'Arioste. Et à nouveau, je ne sais pas précisément pourquoi, j'ai envie de découvrir le Roland Furieux cette année. Je l'ai jamais lu, j'en ai jamais lu d'extrait pour le coup de celui-ci, même dans mes études littéraires. Mais je sais pas, il me fait très envie. À nouveau, ça parle d'amour et d'allégorie amoureuse et de quête et de chevalerie et de la pensée, oui, enfin fin du Moyen-Âge, Renaissance, qui est une pensée qui me parle beaucoup. Donc, j'ai trouvé chez un libraire dans mon ancienne ville qui faisait des ouvrages en fait en langue italienne. Au déconfinement, j'ai acheté beaucoup d'ouvrages en italien. J'ai pas encore commencé la lecture en VO en italien, mais ce sera chose faite cette année avec le Orlando Furioso qui est en 2 tomes. Une d'entre vous sur Instagram m'a dit que quand même la langue du Roland Furieux c'était une langue italienne compliquée, hein, que c'est pas la langue italienne moderne, ce qui est normal. Donc, de peur de décrocher et de vraiment pas tout saisir parce que mon italien quand même date un peu, j'ai acheté, hop, reviens là toi, bon tant pis, c'est pas grave, si. Je vous disais donc, j'ai acheté en français le Roland Furieux, préfacé par Yves Bonnefoy dans une traduction de Francisque Reynard.
Donc voilà, donc je ne sais pas précisément de quoi ça parle. A priori, on prend comme personnage quand même Roland, de la fameuse chanson de Roland, le neveu de Charlemagne. Le Roland furieux paru en 1516, un vent de nouveauté souffle partout en Europe occidentale. L'Arioste, poète sous ses histoires de magicien, est aussi un observateur des mœurs, des valeurs et des espérances de son temps. Dans son épopée, une époque expose son savoir, ses rêves et ses désirs dans un réseau de fiction et de représentation ou, comme dit Yves Bonnefoy, un grand récit. Le thème du poème épique est la guerre entre Charlemagne et le roi sarrasin Agramant est médiéval, tout comme les éléments amoureux et romanesques empruntés au roman breton, fondus avec ceux qui viennent des chansons de geste. Puisant dans cet univers, le poète met l'accent sur les attirances charnelles, sans la religion médiévale, dans une forme narrative renouvelée, récit en zigzag, qui enchevêtre à toute allure des aventures parallèles ou successives. Le comportement humain est conçu comme chaotique et sa description comme ironique. Ça a l'air pas mal à nouveau, ça a l'air assez exigeant, mais c'est pas grave. J'aime bien. J'aime bien un petit peu, et il faut, je pense, ne pas rester que sur des lectures plaisir. Enfin, on a le droit en fait, on lit, moi je pense qu'on lit bien ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut parfois aussi chercher à se lancer des défis, que ce soit en lecture ou en matière de film, tout ça, pour pas rester tout le temps centré. Se nécroser. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est que si je reste vraiment dans des choses juste confortables et dans ma zone de confort, je me sens nécrosée. J'ai pas d'autres mots. C'est peut-être mon propre ressenti à moi, et donc j'ai besoin de me lancer des défis un peu littéraires et d'avoir des ouvrages vraiment parfois très exigeants, ou peut-être que je vais pas forcément accrocher à apprécier, mais ça vient nourrir d'autres choses en fait quand on lit des ouvrages qui ont fait date comme ça, qui sont autant ancrés dans notre culture, ça nous dit forcément quelque chose de nous. Alors rien à voir, Belle de jour de Joseph Kessel. Pourquoi Pourquoi vouloir lire Belle de jour? Vous reconnaissez peut-être l'actrice présente en couverture de cet ouvrage. Il s'agit de Catherine Deneuve dans l'adaptation de Belle de jour par Buñuel. Belle de jour, c'est un film que je ne voulais pas voir parce que ça traite de la prostitution, et j'ai un rapport assez tranché avec la prostitution, et je ne supporte pas en littérature quand on glamourise la prostitution, tout ça. Et on m'avait toujours dit que Belle de jour, c'était l'histoire d'une bourgeoise qui s'ennuyait et donc qui allait se prostituer. Et il s'est trouvé par un moment que j'ai regardé le film, et en fait j'ai adoré ce film. Ça m'a beaucoup marqué, et on n'est pas du tout, vraiment pas du tout dans cette histoire de c'est une bourgeoise qui s'ennuie et qui va se prostituer. C'est beaucoup plus profond que ça. Le film donne des bribes sur un certain passif de ce personnage principal. J'en dis pas plus si jamais vous ne connaissez pas le film. Et j'ai envie de découvrir en fait ce que Kessel en dit dans son roman. Voilà ce qu'on va y découvrir, si on en sait plus sur le passif de cette femme, comment lui interprète cette histoire avec Séverine. J'ai jamais lu de Joseph Kessel en plus, donc Belle de jour, ce sera mon premier. Il a l'air, il est court, il fait 170 pages. Et ça fait partie aussi de mon envie de créer toute une série de vidéos autour des adaptations, puisque ça allie deux de mes passions qui sont la littérature et le cinéma, et en fait plutôt ma passion en fait c'est les adaptations littéraires, comment un texte on en fait quelque chose de visuel, que ce soit par le théâtre ou par le cinéma. Donc cette année en tout cas, en 2021, concernant les vidéos, j'ai quelques idées, quelques envies de vidéos sur du passage de l'écrit à l'écran. Et pour terminer, en 2021, j'ai envie de découvrir en règle générale des autrices classiques oubliées, que ce soit des dramaturges oubliés sous l'Ancien Régime, que ce soit comme par exemple Françoise Pascal avec Le Vieillard amoureux, qui est une pièce écrite pendant le classicisme français, que ce soit René Vivien avec son roman L'Aimé, que ce soit Judith Gauthier, la fille de Théophile Gautier avec son Isoline, que ce soit le roman de Marceline Desbordes de Valmore, Le métier de reine, ou que ce soit encore la boîte en os d'Antoinette Pesquet. Je veux vraiment en 2021 découvrir toutes ces autrices oubliées des siècles précédents, parce que pour l'avoir déjà un peu fait depuis quelques années, vraiment ça me parle. Enfin voilà, et il faut redonner aux femmes leur place dans la littérature. Ça coïncidera aussi avec ma lecture de cet essai, de cette histoire culturelle Femmes et littérature, qui est un essai publié chez Folio en 2 parties sous la direction de Martine Reid.
Voilà, pour un petit peu, donner la part belle aux femmes. J'ai aussi l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Si on est confiné un grand temps de l'année, en tout cas, j'ai de quoi lire. C'est la morale de cette histoire. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des lectures qui vous ont tapé dans l'œil, à me le dire en commentaire pour savoir si je les propose en lecture commune sur Instagram. Je vous embrasse et vous dis à tout bientôt.